pourrait parler de l'engagement des femmes au Maroc, bien entendu. Donc, comme vous le savez très bien, l'engagement citoyen, c'est quelque chose de très vaste. On va essayer, au cours de cette présentation qui ne va durer que 18 à 20 minutes, de mettre l'accent sur les actions les plus importantes pour montrer justement quelles sont les entraves face à l'engagement citoyen de la femme marocaine et comment justement y pallier. Et est-ce que c'est intéressant justement que la femme s'engage de manière citoyenne dans le Maroc et pourquoi faire? Pour quel projet de société et pourquoi faire et à quel niveau les femmes, aux côtés des hommes bien entendu, peuvent intervenir pour un engagement citoyen. Bien. Alors, pour petite introduction, il faut savoir bien entendu que les femmes ont toujours été engagées. Elles étaient engagées contre le colonialisme, elles ont toujours été engagées contre la pauvreté, elles ont toujours été solidaires, elles ont toujours agi. Mais malheureusement, les livres d'histoire marocains n'en parlent pas beaucoup. On voit beaucoup de noms d'hommes cités pour des batailles, des grandes et des petites, mais le nom de femmes qui ont intervenu de manière active à différentes époques de notre histoire récente et moins récente, elles ne sont malheureusement pas citées ou on n'en parle pas beaucoup. Donc il faudrait remédier à cette chose-là. Bien, autre chose, quand on parle d'engagement citoyen, comme je l'ai annoncé au départ, c'est quelque chose de très vaste. Alors l'engagement citoyen, c'est agir dans l'intérêt de la cité, c'est agir dans l'intérêt de la société et pour un projet donné. Parce qu'on peut s'engager, on va en parler un petit peu, on peut s'engager, mais cet engagement, je ne sais pas si on pourra le définir comme engagement citoyen. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler de l'engagement citoyen. Donc l'engagement citoyen des femmes, ça pourrait être l'engagement politique. Ça, c'est un engagement, puisque de toute façon, par définition, un parti politique s'engage pour un programme, pour un projet de société. Ce n'est pas toujours le cas chez nous, parce qu'on a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas de programme et qui en ont encore moins un projet de société dans sa globalité. Donc ça ajoute à la confusion, mais normalement, un parti politique qui se respecte doit s'engager pour un projet de société clair, dans sa profondeur et culturelle, et politique, et économique, etc., dans tous ces aspects. Donc ça, c'est un engagement, parce que quand même, c'est pour un projet, c'est important. On verra à quel point les femmes sont engagées en politique. On peut s'engager de manière citoyenne également en intégrant une association. Là aussi, il s'agit de voir ce que font les associations. Et là aussi, pour définir un engagement citoyen dans une association, au Maroc, on a plus de 300 000 associations. Est-ce que toutes ces associations sont des associations citoyennes? Est-ce qu'elles ont un engagement citoyen? On a vu beaucoup de femmes sortir de certains partis politiques, même progressistes, etc., parce qu'elles n'avaient pas leur place, et constituer des associations très intéressantes qui ont lutté pour les droits, qui ont lutté pour beaucoup d'aspects qui sont assez positifs. Donc c'est un engagement citoyen. Mais par contre, on a vu d'autres femmes s'engager dans d'autres voies. Est-ce que c'est vraiment un engagement citoyen? Si vous voulez, tout à l'heure, au cours du débat, on pourra étayer plus en détail ceci. On peut s'engager également de manière citoyenne en intégrant un syndicat. Donc les syndicats, vous avez différents syndicats qui sont chargés normalement de défendre des catégories socio-professionnelles assez vastes, etc. Donc ça aussi, c'est un engagement dans l'intérêt de la société et du citoyen et de la citoyenne, donc c'est un engagement citoyen. On peut s'engager également de manière citoyenne en tant qu'intellectuel. On a quelque chose à dire, on va le partager, on va essayer d'ouvrir des débats, etc. On va écrire, on va publier pour essayer de communiquer et d'être dans l'engagement citoyen. Donc, une autre question qui se pose, est-ce que nos intellectuels, qui sont très nombreux et qui brillent au-delà de nos frontières, est-ce que chez nous, ils s'engagent de manière citoyenne? Bien. Donc, en fait, si on veut résumer, donc l'engagement, c'est s'engager pour le bien de cette société, mais de manière claire, pour quel projet, pourquoi faire, etc. Et là aussi, bien sûr, nous avons au centre la question de la citoyenneté. Qu'est-ce que être citoyen? D'accord? Est-ce que nous sommes au Maroc des citoyens à part entière, des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire on a des devoirs, des droits, est-ce qu'on est respecté en tant que tel ou alors est-ce qu'on est seulement des sujets? Certains parlent même de sujets assujettis, qui n'ont pas vraiment l'initiative parce qu'il y a des choses, des barrières qui peuvent arrêter justement cette action citoyenne
et la considération même du citoyen. Un citoyen qui n'a pas le pouvoir, est-ce qu'il est citoyen? D'accord? Ou s'il y a autre chose. Bien, donc on ne peut pas... Bon, si on veut parler un peu d'histoire, là c'est juste pour rappeler quelles sont les entraves face à l'engagement citoyen. Parce que ce que l'on voit dans les pays développés, en général, vous avez des citoyens et des citoyennes réactifs et engagés. En général, ils sont engagés quelque part pour une cause, pour quelque chose. D'accord? Chez nous, l'engagement citoyen n'est pas très important. Il n'y a qu'à voir le nombre de Marocains et de Marocaines qui sont militants dans un parti, le nombre de Marocains et de Marocaines qui sont dans des ONG, qui sont dans des syndicats, qui sont engagés quelque part. Donc, normalement, cette réactivité de la société qui fait qu'on a un engagement citoyen assez répandu dépend aussi du développement de la société. On parle de société réactive, etc., de société développée. Alors, je rappelle seulement un petit peu d'histoire pour montrer quelles sont, quelque part, les entraves fondamentales à notre engagement citoyen. Et pour cela, je voudrais revenir avec vous, mais brièvement, sur l'histoire récente du Maroc depuis l'indépendance, depuis 1956. Bien, on était dans un objectif assez plein d'espoir, si je peux dire, c'est-à-dire les colons étaient dehors et le Maroc démocratique était à construire et la participation des femmes et des hommes était attendue pour construire justement ce Maroc, pour construire ces institutions fortes, etc. Donc je rappelle très brièvement, imaginez, on a eu l'indépendance en 1956, on a attendu 6 années pour avoir la première constitution marocaine. Chose qui devait se faire avec la participation, surtout il y avait un mouvement national très fort avec des compétences, etc. Mais nous sommes le seul mouvement national au monde qui a libéré le pays et qui n'a pas eu le pouvoir. Vous imaginez? Donc on a attendu 6 ans pour avoir une constitution qu'on ne peut pas appeler constitution démocratique. C'était en 62. En 63, on a organisé les premières élections. Et vous connaissez, vous êtes jeunes, vous n'étiez peut-être pas encore nés à cette époque, certainement pas. Mais vous savez que l'histoire des élections marocaines, au démarrage, c'était une histoire de falsification, etc. Donc ce n'était pas fait pour motiver les Marocains à un engagement citoyen, à se dire, bon voilà, moi je suis dans un parti politique, l'autre il va être dans le syndicat et on va faire ceci, et on va contribuer tous à ce projet dont on voit déjà les prémices et dont on voit justement où il va nous mener. Donc 63 premières élections falsifiées, on a eu d'autres, bien sûr, étapes importantes dans l'histoire récente ces dernières 55 années. Donc, des élections toujours falsifiées, un état d'urgence installé en 1965. En 71-72, il y a eu les putschs au Maroc. Donc, c'était une situation de non-stabilité et qui ne pouvait pas donner l'émergence d'un contre-pouvoir important pour imposer le développement politique, économique, social, culturel, etc., attendu, et le développement d'institutions fortes. Bien, on a eu l'année 75, c'est une année qui est une année intéressante dans la mesure où l'opposition marocaine s'est engagée dans un processus de construction démocratique. On a dit, voilà, on ne va plus se bagarrer, il ne va plus y avoir de grosses tensions, mais on va instaurer une démarche, une méthodologie pour passer à la démocratie. Ça avait créé justement un climat positif pour cet engagement citoyen dont on parle. Pour cet engagement citoyen, malheureusement, on a vu ce que ça a donné. On n'a pas pu mettre en place des élections libres et transparentes. On n'a pas pu mettre en place des institutions autonomes qui avaient le pouvoir et qui étaient redevables de comptes en fin de mandat, etc. Donc tout ceci a fait qu'on a une histoire de ratage, de rendez-vous avec la démocratie, avec le projet démocratique qui a fait que justement notre engagement citoyen en tant que Marocains et Marocaines n'a jamais été jusqu'au bout. Donc c'est resté un engagement limité à une certaine frange, à une certaine catégorie, etc., mais qui n'a pas donné un engagement citoyen. Parce que l'engagement citoyen est lié aujourd'hui, bien sûr, aux institutions. Donc il faut réussir la démocratie représentative qui se fait par le biais des élections. Et à côté de cette démocratie représentative, il faut réussir ce qu'on appelle la démocratie participative, c'est-à-dire agrandir la base des citoyens et des citoyennes qui participent à la prise de décision. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les pays démocratiques,
où il y a une démocratie bien ancrée, cette démocratie connaît des limites. Donc on a essayé justement de lever ces limites et ces barrières en développant la démocratie participative. Vous avez les conseils de quartier, vous avez plusieurs outils qui ont fait qu'on arrive à faire participer un plus large public à la prise de décision, qu'elle soit locale, régionale ou même nationale. Donc, si notre engagement citoyen jusqu'à aujourd'hui n'est pas ce qu'il devrait être, c'est parce que justement la question de la démocratie représentative effective est encore posée, la question du développement de la démocratie participative est encore posée, et là ça a engendré quoi? Une perte de confiance. Les gens n'ont pas confiance. Il faut un climat de confiance. Il faut un climat de confiance pour dire moi je vais agir et mon action va pouvoir avoir de l'effet. Donc il y a une question de confiance qui reste posée parce qu'on est passé par des cycles. La confiance se rétablit un petit peu, mais suite à certaines prises de position, à certains choix, etc., on perd encore confiance. Et c'est ce qui fait que le Maroc aujourd'hui n'a pas, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes, il n'y a pas un véritable engagement citoyen pour la construction de ce projet attendu. Donc cela a entraîné quoi? Cela a entraîné une faiblesse de la mobilisation justement des citoyens pour participer, suite à l'absence ou au manque de crédibilité des gens qui sont au pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire qui dirigent, etc. Et M. Rachdi, tout à l'heure, il a parlé de la corruption, cette corruption qui est institutionnalisée, qu'on retrouve un petit peu partout, et qui est l'un des facteurs importants qui font que, justement, il n'y a pas de confiance, donc ça entraîne une démobilisation et un désengagement citoyen. Bien, alors si on revient bien sûr aux femmes, puisque c'est là le sujet, on sait très bien qu'une société est constituée d'hommes et de femmes, et qu'une société ne peut espérer avancer, se développer, que si elle met en avant toutes ses compétences, toutes ses ressources, féminines et masculines, bien entendu. Donc, au niveau de la femme, si on revient à la femme pour voir son engagement, eh bien, on va commencer quand même par analyser les aspects qui donnent confiance et qui font que la femme se sente chez elle, au Maroc, protégée par des droits. Elle a bien sûr des devoirs, mais elle est protégée par des droits, etc. Donc, il y a eu quand même des acquis. Ces acquis, il ne faut pas croire que ce sont des acquis que les femmes marocaines ont obtenus comme cela. Il y a eu une action militante menée par ce qu'on appelle le mouvement féminin marocain, appuyé bien sûr par tous les démocrates, les progressistes, etc., pour essayer, qui ont tous compris que l'affaire de la femme, ce n'est pas l'affaire des femmes, mais c'est une affaire de société, et que si on permettait aux femmes d'avancer en même temps que les hommes dans la prise des différentes décisions politiques, économiques, sociales, etc., on pourrait espérer sortir du sous-développement. Donc il y a eu des acquis dans le domaine des droits. Bien sûr, vous savez que dans le préambule même de la Constitution de 1996, il y avait clairement énoncé que le Maroc reconnaissait justement la Déclaration universelle des droits humains. Et vous savez très bien que dans cette Déclaration universelle des droits humains, les droits sont indivisibles, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur, etc. etc. Donc c'est un acquis important. Mais est-ce qu'on l'a traduit dans la réalité? Ça, c'est une question qui reste posée. Le Maroc a ratifié pas mal de pactes, donc le pacte relatif aux droits socio-économiques et culturels. C'est un pacte qui est très très important, mais malheureusement là aussi, il n'a pas été appliqué. Alors dans ce pacte, ce PIDEX, le pacte international des droits socio-économiques et culturels, il est stipulé très clairement, par exemple, que le droit à l'éducation de qualité est un droit de tous et que cela constitue un droit horizontal qui permettait l'accès à tous les autres droits. Alors aujourd'hui, même si le Maroc a ratifié ce pacte, est-ce que véritablement l'accès à une éducation de qualité est ouvert à tout le monde? Nous savons très bien que dans ce domaine, le Maroc n'a même pas réussi la massification, c'est-à-dire l'accès du plus grand nombre à l'école. Malheureusement, aujourd'hui dans nos universités, toutes les universités confondues, on a à peu près 400 000 étudiants. Nous avons 400 000 étudiants, c'est exactement le même chiffre d'étudiants tunisiens. Aujourd'hui, la Tunisie compte 10 millions d'habitants, nous on compte un petit peu plus de 31 millions d'habitants. Donc vous imaginez aujourd'hui pour être au même niveau que la Tunisie, il aurait fallu qu'on ait 1 million d'étudiants dans nos universités.
Parce qu'on ne peut pas faire de qualité sans quantité. Ça, c'est très important. Il faut avoir des universités, des établissements supérieurs diversifiés qui offrent bien sûr des formations diverses, que ce soit des formations fondamentales, professionnelles, etc., très diverses et de qualité pour permettre l'accès du plus grand nombre au savoir, puisque, comme vous le savez, et comme ça a été dit par de nombreux chercheurs, Michel Serres dit que dans les pays sous-développés, ce n'est pas une question de sous-développement économique isolé, mais c'est une question d'échec dans le système éducatif, dans la recherche scientifique, dans l'innovation, parce qu'il faut former les hommes et les femmes qui vont justement produire les richesses et développer tous ces choix. Bien, la femme également aurait pu profiter... Oh là là, d'accord, je suis trop... 3 minutes, mademoiselle? D'accord. Bien, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Bien, donc il y a eu quand même pas mal de pactes qui ont été ratifiés, mais on attend toujours l'effectivité, justement, de la réalisation de ces... Face à ces acquis, vous avez la femme qui est confrontée à plusieurs choses. Bien sûr, elle n'a pas des droits, même si c'est annoncé dans la dernière Constitution que la femme est l'égale de l'homme concernant les droits civiques, politiques, économiques, etc., etc. Mais je vous dis qu'il faut garantir les conditions d'application de ces droits pour rendre ces droits effectifs. La femme est confrontée également à un problème de société conservatrice. Donc, le référentiel, et là, le référentiel pour établir le statut de la femme pose un problème. Parce qu'il s'agit là d'un paradoxe. D'une part, le Maroc reconnaît justement les droits universels, mais d'un autre côté, il vous dit que bon, pour définir le statut de la femme, il faut bien sûr qu'on fasse référence à une certaine lecture du livre sacré. Mais cette lecture, vous savez très bien qu'elle est faite par des hommes et qu'ils ne sont pas prêts, bien sûr, que les choses changent. Autre chose, nous sommes dans une société conservatrice, une société qui n'arrive pas encore à ouvrir les débats sur des questions majeures telles que celle de la séparation de la religion et de l'espace politique pour qu'on puisse avoir des lois égalitaires et construire une société égalitaire. Bien, là aussi c'est important de le dire, les femmes doivent être au poste de décision. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que les choix qui sont définis politiquement se traduisent sur des choix économiques, sur des choix sociaux, sur des choix culturels, etc. Donc il faut que les femmes arrivent au pouvoir pour qu'elles puissent, elles aussi, exprimer leurs aspirations, etc. Or, d'après des études qui ont été faites, bon, la femme marocaine a très peu été présente dans les centres de pouvoir politique. Par exemple, jusqu'en 1997, on avait 2 femmes au Parlement. Depuis 2002, on en a 10%, voire un petit peu plus, grâce à l'introduction de l'outil quota, qui a permis l'arrivée de certaines femmes au Parlement. Mais là aussi, on pourrait discuter quelles sont les femmes qui sont arrivées. Il y en a des femmes progressistes qui ont milité pour avoir un outil d'accès, et ce sont d'autres femmes qui n'ont rien à voir avec, cet esprit progressiste qui sont aujourd'hui au Parlement. Donc, voilà. Donc, la représentativité des femmes est importante parce que pour que les femmes puissent agir sur les choix, il faut qu'elles représentent au moins un tiers. C'est la masse critique. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de partis qui ont adopté cette donne, c'est-à-dire faire en sorte de faire arriver un tiers de femmes au poste de décision. Donc, les questions qui restent posées sont relatives, bien sûr, à la démocratie, pour permettre l'accès à la pleine citoyenneté et donc augmenter l'engagement citoyen des femmes et des hommes. La question du pouvoir, parce qu'il ne faut pas se poser la question seulement d'accéder aux institutions, encore faut-il que ces institutions vous donnent le pouvoir pour que vous puissiez avoir les mains libres de faire vos propres choix. La question de la justice sociale se pose parce que quand on parle de démocratie, on parle de démocratisation de l'État, des institutions, mais il faut également parler de la démocratisation de la société, c'est-à-dire entre les femmes et les hommes, et dans l'accès à tous les services, bien entendu. Bon, les femmes, comme je vous ai dit, sont engagées dans la politique, mais elles sont encore bien marginalisées. L'outil de quota n'a pas pu être développé, donc on est au 10%, et même cet outil, il faudrait analyser les résultats qu'il a donnés. C'est vrai, ça a permis l'accès d'un certain nombre de femmes au Parlement. Sans cet outil-là, elles n'auraient jamais pu rentrer au Parlement. Mais elles sont engagées très activement dans les ONG. Dans les ONG, c'est une action citoyenne importante, mais là aussi, on a vu l'espace ONG investi par des associations
sans but, mais qui, elles, profitent justement du statut d'utilité publique et elles ont des financements, alors que vous avez des associations très intéressantes qui n'ont aucun financement, donc elles sont là aussi marginalisées. Et à rappeler que l'engagement dans les ONG ne peut en aucun cas remplacer l'engagement politique, parce que la politique, c'est pour un projet de société, et l'ONG, c'est pour une action ponctuelle. C'est intéressant, mais ça ne peut pas remplacer ceci. L'engagement dans les syndicats, là aussi, c'est très important pour définir et pour défendre, parce que là, nous avons des syndicats qui ont été transformés en syndicats qui défendent bien sûr certaines catégories, mais juste l'aspect matériel. L'aspect matériel est trop important, bien sûr, dans la motivation, etc., mais ce n'est pas le seul. Par exemple, au niveau du syndicat des enseignants du supérieur auquel j'appartiens, à un moment donné, c'était l'avancement des enseignants, bien sûr la question des salaires, etc. Mais la question de l'avenir de l'université marocaine publique, la question de l'avenir de la recherche scientifique et de l'innovation ont été quelque part marginalisées. Et ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Bien, je vais terminer par cette diapositive sur la question qu'on pourrait poser sur le rôle que pourraient jouer les intellectuels et les élites, justement, dans le renforcement de cet esprit de citoyenneté et d'engagement citoyen plutôt. Donc là, on remarque que malheureusement, il y a une dynamique assez faible par les intellectuels. On n'a pas beaucoup de livres qui sortent, on n'a pas beaucoup de manifestations culturelles, on n'a pas beaucoup de choses qui pourraient donner vie et confiance pour que les jeunes, surtout les jeunes, puissent s'engager de manière citoyenne. On vit sous la culture marzénienne de la peur, il vaut mieux ne pas faire. Nous avons beaucoup d'intellectuels qui sont là, dans l'attentisme, ils attendent quoi alors ils ont les outils pour agir, surtout qu'on est dans une société où presque 50% sont analphabètes. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'engagement citoyen s'impose, mais cet engagement, il faudrait qu'il soit fait dans une optique claire et dans une vision très claire. On s'engage pour un changement, et pas un changement pour le changement, mais il faut qu'on soit conscient qu'il faut s'engager aujourd'hui pour une société démocratique, pour une société de justice sociale, pour une société où l'on puisse avoir enfin une répartition équitable des richesses du pays. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir reprendre confiance, n'est-ce pas? Les uns vont donner confiance aux autres pour que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes s'engagent de manière citoyenne, qu'ils intègrent des partis, mais de manière éclairée. Il faut que je sache où ce parti, quel projet, s'il en a, quel est son projet pour la société, s'engage dans des associations, s'engage, mais de manière libre et autonome. Et ceci ne peut se faire que si on se base sur une formation importante, une formation avec une culture générale assez large, avec un esprit critique développé, qui va nous donner une certaine conscience éveillée et qui va faire que notre action et notre engagement citoyen va être efficace pour le changement démocratique de notre pays et pour le changement vers la pleine citoyenneté pour toutes les femmes et pour tous les hommes. Je vous remercie.